alors que c'est un problème, on le voit par la suite, alors que par rapport au Rwanda, par exemple, on ne demande pas au Rwanda de reprendre tous les immigrés qui sont au Congo et qui font aussi problème au Congo. C'est un système. Mais chez nous, il y a les Rwandais qui nous agressent. On ne parle pas de la guerre au Congo, on parle de rébellion. Mais au Centrafrique, il y a les rébellions, mais on parle de la guerre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question. Notamment des entreprises, surtout anglo-saxonnes, de vouloir balkaniser la région des Grands Lacs. Est-ce que par rapport à ça, la Belgique a une position ferme? Notre sœur Isabelle propose que nous puissions nous prendre en charge. Il faudrait aussi qu'on nous laisse nous prendre en charge. Il y a des chiffres que j'ai eus de M. Labi lors d'une conférence à Liège, c'est que les flux financiers qui sont rapatriés en Europe, provenant de l'Europe, de l'Afrique plutôt, sont estimés à 1000 milliards de dollars. Hein, des chiffres qui proviennent des sociétés minières et pétrolières. 1000 milliards de dollars. Le PS, s'il est au gouvernement, il peut nous assurer que, un, il va faire en sorte que la société civile soit suffisamment soutenue pour l'observation des élections, ça c'était un. Et de deux, est-ce qu'il n'y aura plus de langue de bois, donner des phrases du genre il y a eu tricherie, mais ça n'a pas changé l'ordre d'arrivée. Quand on sait qu'une tricherie, c'est une tricherie. Nous, occidentaux, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, nous avons été tellement dominants depuis 2 siècles que nous pensons que la démocratie s'installe comme ça. Mais il y a 2 siècles, ici, il n'y avait pas de démocratie. Et la démocratie d'aujourd'hui a toutes ses imperfections, et André et moi l'avons vécu à plusieurs reprises, puisqu'il a un célèbre parlementaire du Brabant wallon qu'il affectionne tout particulièrement, et elle présente un certain nombre de difficultés. Oui, très chers amis internautes, amis de EDTV, vous qui nous suivez de partout, nous sommes ici dans la capitale européenne, Bruxelles, là où nous sommes venus assister à une conférence débat, comme vous le voyez au tableau, Belgique, RDC au cœur de 2 continents. Et voilà, EDTV, nous sommes invités ici pour couvrir cet événement, cette conférence. Et voilà, je n'ai pas trop parlé, je vous laisse le temps de suivre la conférence et on se verra tout de suite après la conférence pour clôturer notre émission. Merci, voilà. Eh bien, on parle très peu d'international au niveau du Parti socialiste, que l'on parle très peu international aussi au niveau des différents gouvernements, et que quelquefois on parle d'international en des termes qui me déplaisent souverainement, parce que ce sont souvent des termes qui, à l'extérieur du Parti socialiste en tout cas, s'apparentent à du néocolonialisme, à du paternalisme ou à une renaissance d'anciennes pratiques. Et ça, soyez assurés que nous les refusons. Moi, le mot central de la politique que j'ai menée quand j'étais à la Défense pendant 8 ans et demi, et je crois que le mot central de la politique menée par le ministre de la Coopération aujourd'hui, comme par Isabelle Kivassa en province du Brabant wallon, le mot central, c'est partenariat. Parce que partenariat, ça implique un respect mutuel des interlocuteurs. Ça implique que, malgré les convictions différentes, malgré les engagements différents, on recherche ensemble des solutions plutôt que créer des problèmes. Et donc voilà les bases de notre débat de ce soir. Il y aura une première intervention d'Ursule. C'est qui Ursule? D'Ursule Akachi, qui a demandé pour intervenir. Ensuite, il y aura une intervention du ministre de la Coopération au Développement, Jean-Pascal Labi. Il y aura une intervention de Béa Diallo, il est là, oui, il est là, et une intervention de Julien Mpemba et également de Isabelle. Je demanderai à chaque interlocuteur, à chaque intervenant de faire preuve de brièveté, d'aller à l'essentiel, parce que je crois qu'en politique, il faut d'abord aller à l'essentiel pour qu'ensuite on vous laisse au maximum la parole pour avoir un échange le plus constructif possible. Et quand je verrai que les tables sont dressées et que les bouteilles sont débouchées, je vous le signalerai pour que nous puissions continuer notre discussion en prenant le verre de l'amitié. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et je passe immédiatement la parole pour un petit mot, me dit-on, d'Ursule Akachi qui a demandé à pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, camarade André, pour cette prise de parole. En fait, plusieurs acteurs de la diaspora congolaise m'ont contacté pour organiser cette rencontre de ce soir.
ces personnes voulaient absolument rencontrer les mandataires socialistes pour les interpeller par rapport à la coopération développement. Donc j'ai contacté Shiraz pour qu'on puisse organiser cette rencontre aujourd'hui. Et je suis un peu toute retournée par rapport à ce qui s'est passé parce que ces gens vraiment avaient la volonté juste de discuter avec les partis socialistes. Mais, attendez, je vous interromps tout de suite. Pour moi, l'incident, il est réglé. Il n'y a plus d'incident. On ne revient plus là-dessus. Tout le monde est dans la salle et la parole se développe. Je ne reviens pas. Moi, les incidents, c'est le passé. On parle du futur. Vous voyez bien? Bien entendu, c'est le passé, mais voilà, si ça me touche, voilà, je vais quand même le dire. Donc voilà, cette volonté de discuter avec les partis socialistes pour non seulement faire le point par rapport à ce qui se passe au niveau de la coopération. Pardon? Il y a des problèmes? Oui. Ce qui se passe par rapport à la coopération. Donc, comme vous le savez, avec le nouveau ministre, il y a quand même un changement de paradigme. Donc, je voulais les interpeller pour savoir ce qui se passe concrètement au Congo. Donc, c'est ça en fait. C'est aussi la volonté du Parti socialiste d'aller vers la communauté congolaise, de rendre le compte par rapport au bilan, par rapport aux choses qui sont faites concrètement. Parce que je pense qu'on a juste un petit problème au sein du Parti socialiste. On fait plein de choses, mais nous ne communiquons pas suffisamment de ce qu'on fait par exemple au Congo. Donc c'est cette rencontre ici, faire les bilans, mais aussi montrer les axes de notre programme. Et bon, j'espère que les débats vont se passer dans le calme, dans le respect mutuel. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je passe la parole immédiatement à Jean-Pascal Laville pour son message introductif. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, donc chers amis, chers camarades, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais un peu vous livrer l'essentiel. C'est pas tellement mon discours, mais enfin, je vais prendre quelques minutes quand même pour livrer un peu un certain nombre d'éléments essentiels, tant sur l'Afrique que sur la RDC. Et j'avais déjà d'ailleurs demandé à Shiraz d'organiser cette rencontre avec la diaspora parce que je vais sur le terrain, j'ai fait beaucoup de missions, que ce soit au Congo, au Rwanda, au Burundi, dans la région des Grands Lacs, puisque n'ayant qu'une quinzaine de mois de législature, c'est ce qui restait lorsque je suis arrivé, j'ai décidé de centrer mon action sur les Grands Lacs, sur l'Afrique centrale, parce que je crois que c'est là que la Belgique est encore attendue, entendue et écoutée, et qu'il y a de grands besoins. Mon intime conviction, et elle se renforce chaque jour, c'est que l'Afrique sera le continent du XXIe siècle. Et que l'Europe ne doit pas louper, comme elle a loupé d'ailleurs les printemps arabes, elle ne doit pas louper le décollage de l'Afrique et singulièrement de l'Afrique centrale, même si il y a un certain nombre de choses que vous allez certainement relever tout à l'heure. Donc on a aujourd'hui bon nombre d'États qui fêtent en Afrique le 50e anniversaire d'indépendance et on a par exemple quelques chiffres. Au cours des dernières années, 6 des économies à plus forte croissance dans le monde étaient africaines. En 2050, selon les Nations Unies, un habitant au monde sur 4 sera africain. On dit même 1 sur 3 à la fin de ce siècle. Et surtout, en 2030, les 2 tiers, plus de 60% de la population aura moins de 30 ans. Puisqu'il fallait encore un chiffre, je m'arrêterai là, seulement 10% des terres arables sont exploitées en Afrique. Donc voilà un certain nombre de paramètres qui me font penser que ce continent est vraiment le continent qui va éclore durant ce siècle. Et on pourrait, cette liste est longue, hein. Nous avons encore, nous en Europe, et les représentations collectives que nous avons, la représentation qu'on a très souvent en Europe encore de l'Éthiopie, c'est un pays avec des famines, avec des enfants qui meurent de faim dans le désert, c'est loin d'être cela aujourd'hui. L'Éthiopie est un des pays qui est en pleine croissance, en pleine émergence, qui est d'ailleurs en passe de construire le plus grand barrage au monde. On pourrait aussi parler du développement urbanistique dans bon nombre de pays, que ce soit le Nigeria, l'Angola, le Maroc, l'Afrique du Sud, j'en passe. Et le nombre de villes de plus d'1 million d'habitants d'ailleurs, qui en Afrique, le nombre va dépasser celui que nous connaissons en Europe. Et je vois 3 défis pour l'Europe dans sa relation à l'Afrique. Tout d'abord, bien évidemment, aider ce continent à rencontrer les besoins de base de sa population. Ce sont les objectifs du millénaire, c'est post-2015 qui est. 2, et je crois vraiment que c'est fondamental, et c'est pour moi le plus important, c'est réinventer les relations extérieures de l'Europe.
Et aujourd'hui, on a une Europe qui peine à s'affirmer comme un acteur international. Sa politique étrangère, quand je dis reste secondaire, je suis encore très gentil par rapport à ce qu'elle est réellement. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et donc, les pistes de réforme sont nombreuses. Je vais simplement lister quelques-unes. C'est d'abord plus de synergie entre nous, entre diplomates, entre attachés militaires, entre attachés de coopération. Ça, c'est une pierre dans notre jardin. Deuxièmement, je ne suis pas le seul à le dire, certains chefs d'État africains l'ont évoqué, c'est la mise sur pied d'un conseil permanent entre l'Europe et l'Afrique, basé sur la paix, la sécurité et le développement socio-économique durable. Quand vous avez un sommet Europe-Afrique qui se tient en 2014 et qu'on fixe le suivant en 2017, comment voulez-vous avoir des vraies relations de partenariat, comme André l'évoquait tout de suite. Et puis, troisième défi qui est d'importance dans le monde et en Afrique en particulier, c'est la gouvernance et les droits de l'homme. Et ce sont deux lignes rouges. Dans tous les projets de coopération, il y a deux rails, deux balises essentielles que nous devons mettre. C'est d'une part les droits de l'homme, et bien sûr les droits de la femme et de l'enfant, et à l'intérieur de ces droits de l'homme, la création d'une société civile. Si on veut qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait une société civile. Et de l'autre côté, la gouvernance, la lutte contre la corruption, le climat des affaires. Et il y a beaucoup à faire sur ce plan. Et ce sont vraiment les deux balises qui, pour moi, sont absolument essentielles. Et moi, je vais effectivement vous parler plus particulièrement de deux axes, c'est-à-dire le travail qui a été fait par le groupe socialiste au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et principalement le travail qui est mené d'une manière extraordinaire par la commune d'Ixelles, qui a été initiée par mon prédécesseur Pierre Laboux, qui a fait un travail extraordinaire en matière de jumelage et de coopération, avec particulièrement la commune de Calamou à Kinshasa. Alors effectivement, suite à une rencontre avec les responsables de la Maison de la Laïcité de Kinshasa, le groupe parlementaire donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles PS a décidé de mener une mission bien particulière pour aller voir l'état des lieux de ce qu'on appelle l'enseignement public. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous devez savoir que quand on veut réussir et qu'on veut devenir quelqu'un à Kinshasa en matière d'enseignement, on doit aller dans les écoles privées et ça coûte excessivement cher. Et donc, le vrai challenge, évidemment, et le vrai combat aujourd'hui, c'est d'avoir des écoles publiques accessibles à tout le monde et gratuites. Et ça, c'est un vrai combat, non seulement politique, mais je pense aussi que c'est un combat socialiste. C'est un combat que nous menons pour que tout le monde puisse avoir effectivement accès à l'enseignement. Et donc nous avons été dans ce cadre-là à Kinshasa, nous avons eu des rencontres très intéressantes, notamment avec le ministre de l'Enseignement. On a rencontré aussi énormément d'acteurs sur le terrain qui nous ont expliqué un peu la manière dont ça fonctionnait. Et donc quand nous sommes revenus ici avec tout le groupe socialiste, nous avons décidé effectivement de mettre en place, en tout cas toute une politique pour pouvoir soutenir particulièrement le développement des écoles publiques qui malheureusement sont abandonnées depuis très longtemps. Alors on est parti en 2013, donc on est revenu aujourd'hui à travers le voyage que nous avons fait, on essaie de mettre en place toute une politique de soutien pour accompagner notamment pas la reconstruction, mais en tout cas la rénovation d'écoles qui existent déjà, mais qui sont malheureusement à l'abandon. Donc on essaie de trouver des financements, plus particulièrement je dirais chez nous, pas au PS, mais encore avec la Maison de la Laïcité ici, pour développer des moyens pour aller faire la rénovation de ces différents bâtiments, pour soutenir ces différents projets. Vous voyez qu'il y a les directeurs, les responsables qui entraient dans la classe et qui disaient tout simplement tel, vos parents n'ont pas payé, debout, dehors. Donc ça a commencé comme ça et plusieurs amis n'ont jamais su terminer leurs études. Et donc avec une amie, la miroise Géraldine Mathieu, nous avons mis en place Toumaï. Nous fonctionnons simplement, dans un premier temps c'était tout simplement le parrainage scolaire. Donc en Belgique nous avons un groupe de parents et marraines qui prennent en charge les études d'un enfant au Congo, moyennant 150 € par an. Nous choisissons les enfants, surtout orphelins, d'abord les orphelins la priorité, mais aussi des enfants pauvres. Les parents ou la marraine reçoivent alors un dossier sur l'enfant, son histoire, l'école que l'enfant fréquente, et ainsi que les bulletins scolaires de l'enfant, pour suivre ainsi l'enfant d'année en année. Et puis en 2011, je suis partie au Congo.
c'était après 10 ans. Donc quand je suis arrivée là-bas, bon, j'ai aussi fait un constat. Bon, j'étais partie en 2011 essentiellement pour voir les enfants parrainés et prendre des nouvelles pour le parrain et marraine qui sont en Belgique. Et là, il y avait un constat des enfants qui étaient aussi énormément abandonnés dans des maternités, surtout les très très jeunes filles après l'accouchement partaient. Donc, faisaient semblant d'aller se laver, d'aller prendre une douche ou acheter à manger, elles partaient, elles abandonnaient les enfants. Et puis, il y en a aussi qui jetaient les enfants n'importe comment. Et donc, nous avons pris la décision de mettre en place un orphelinat à Kinshasa. La première semaine du mois d'avril, en marge des rencontres ici avec les chefs d'État, j'ai eu à organiser un forum avec l'ASBL, Africa Rise. J'ai eu à organiser un forum justement sur l'entrepreneuriat africain. Donc on a eu 150 entreprises africaines qui sont venues rencontrer 150 entreprises belges. Nous l'avons réussi, nous avons fait 3 jours à Charleroi et le dernier jour, le vendredi, c'était sur le Brabant-Wallon à Louvain-la-Neuve. Et moi j'étais très heureuse de voir ça parce que j'ai vu ces Africains venir, pas quémander, pas venir parler de solidarité. Ils sont venus en partenaire, ils sont venus présenter leurs entreprises, ils sont venus montrer leur savoir-faire aussi. Et chercher, signer des contrats. J'étais heureuse, j'avais la chair de poule de voir certains contrats signés devant mes yeux. Et ce qui m'a énormément fait plaisir, c'est que même s'ils ont traversé des milliers de kilomètres, il s'est passé à ce forum, il s'est passé qu'il y a eu des partenariats triangulaires. Ça veut dire, tiens, un Congolais rencontre un Belge, bon, qui parle du port autonome, et puis bon, finalement, on se rend compte que dans la salle, il y a aussi le représentant, le patron du port autonome de la Côte d'Ivoire, qui vient aussi. Bon, allez, alors ils ont signé des partenariats comme ça. Et j'ai vu d'autres partenariats se signer en bilatéral sud-sud. Et je pense que tout, justement, avec beaucoup de justesse, Jean-Pascal avait raison en parlant du décollage de l'Afrique. J'ai écouté aussi ce qu'a dit ma camarade Julienne. Je viens de là. Je crois que justement notre rencontre avec André, c'était sur le terrain humanitaire au Congo. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. Il faut, ce qu'on appelle au Congo, les Congolais doivent connaître ça, doivent me comprendre, l'article 15. Moi j'ai une école privée à Limité. C'est, on va dire, c'est une commune quand même plus ou moins bourgeoise. Et dans cette école-là, il y a 900 élèves, mais pour 2 élèves qui payent, j'en prends un 3e qui ne sait pas payer. Donc, on essaye de se débrouiller avec ça. On essaye, en tout cas, de travailler avec le potentiel que nous avons aussi sur le terrain. Quelque part, je pense aussi que le Congolais doivent décider maintenant, doivent décider de leur changement. On ne doit plus regarder ce qu'on doit dire sur nous, on ne doit plus regarder ce qu'on va faire pour nous. Nous devons décider de notre changement. Nous devons décider, quand je dis nous, je suis un petit peu schizophrène. Quand je parle de nous en étant en Belgique, je suis congolaise. Quand je parle de nous en étant au Congo, je suis belge. Donc ici, je suis... bon, je prends ma fille congolaise. Parce que nous avons souvent, c'est vrai, on attend, tiens, John Kerry a dit ça, oui, il a tapé sur un tel, ou bon, et puis finalement, il ne se passe rien. Comme il ne s'est rien passé... avec Bachar al-Assad, comme il ne se passe pratiquement rien, même si on a tapé sur la table avec vigueur du côté de Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons agir nous-mêmes. Nous devons agir, nous devons nous-mêmes maîtriser notre propre démocratie. Il n'y a pas d'exemple de démocratie que celle que nous devons gérer, celle que nous devons vivre dans notre pays. Donc c'était plus ou moins c'était plus ou moins ça. Je n'avais pas préparé de speaking point. Donc, alors, au Congo, sur le terrain, il y a des enfants. Moi, j'ai un orphelinat. Chaque fois qu'on me dit qu'on est venu déposer un enfant, ça me fait vraiment mal. Je suis ingénieur de formation, je suis président de la Fédération congolaise de Liège. Je suis vraiment intéressé par plusieurs informations qui ont été données, mais qui sont connues en fait. C'est-à-dire lorsque on évoque des indicateurs de pauvreté qui concernent le Congo, c'est très grave. Donc on a tous réalisé que c'est très grave. Pas d'eau, pas d'électricité, c'est vraiment des choses que nous connaissons.
D'autre part, notre sœur Isabelle propose que nous puissions nous prendre en charge. Il faudrait aussi qu'on nous laisse nous prendre en charge. Il y a des chiffres que j'ai eus de M. Labi lors d'une conférence à Liège, c'est que les flux financiers qui sont rapatriés en Europe, provenant de l'Europe, de l'Afrique plutôt, sont estimés à 1 000 milliards de dollars. Hein, des chiffres qui proviennent des sociétés minières et pétrolières. 1 000 milliards de dollars. Donc des chiffres qui proviennent du Congo, prenons 10%, 100 milliards de dollars chaque année, rapatriés vers l'Europe et les Amériques. La coopération de développement envoie au Congo, ici j'ai vu, plus ou moins 80 millions d'euros. La question que je me pose, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? S'il y a 100 milliards de dollars qui sont rapatriés chaque année en Belgique. La deuxième question, c'est par rapport à la prise en charge. Vous avez évoqué des concepts très intéressants et qui sont réels. La bonne gouvernance, les conditions d'un état de droit. Pour que nous arrivions à nous prendre en charge nous-mêmes, nous devrions avoir des élections libres, démocratiques. Il faut qu'on les organise nous-mêmes. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'implication négative de la Belgique. Il ne faudrait pas que la Belgique y aille, mais vraiment avec une certaine préférence qui va à l'encontre de la volonté des populations congolaises elles-mêmes. Un état des droits, il faut des élections libres, démocratiques. Nous avons quand même remarqué qu'aux dernières élections de 2011, alors que le rapport de l'Union européenne présentait clairement la non-crédibilité des élections de 2011, nous savons tous la position de la Belgique, et particulièrement le PS, où le président a dû féliciter le président, bien que les élections aient été déclarées non crédibles. Ma question est celle-ci, la deuxième évidemment. Est-ce que la Belgique est prête? Est-ce que le PS est prêt à s'investir vraiment dans le sens de laisser les Congolais se prendre en charge? Est-ce que le PS est prêt à s'investir de manière à ce que le Congo ait des moyens financiers en réduisant au maximum, je ne sais pas par quel mécanisme, tous ces gros flux financiers qui viennent en Europe et qui, finalement, ne bénéficient pas au Congo. Nous avons 7 milliards de dollars de budget. Les exportations d'or et du cuivre de la Belgique représentent 10 milliards d'euros chaque année. Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour. Je suis Olivier Kayomo. Je suis candidat FDF. Je suis liste FDF à la région. Ça m'a fait étonner beaucoup. Mais je suis là parce que aussi je suis d'origine congolaise. Et donc ma question est celle-ci, c'est par rapport à des personnes d'origine congolaise qui sont sur les territoires belges et qui, eux, sont nés avant les 30 juin 1960. Je l'ai dit parce que le ministre Labi a parlé de notre histoire commune. Et je pense que cette histoire commune a commencé aussi parce que la Belgique l'a commencé la première. Le Congo a été belge jusqu'au 30 juin 60. Il s'est fait malheureusement qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont sur le sol belge et qui ont des problèmes de santé. Et ils sont nés avant les 30 juin 60. Donc le Congo était encore belge. Est-ce que le PS, qui est un parti de gouvernement depuis pas mal d'années, un parti de gauche, peut penser à faire quelque chose pour que nous puissions, au moins prioritairement, permettre à ces personnes qui, pour la plupart, celles que j'ai rencontrées, qui ont entre 65 et plus, donc l'espérance de vie a quasiment diminué, de pouvoir au moins avoir accès à des soins de santé, de reconsidérer le fait qu'ils soient nés au Congo belge, donc belge. Je vous remercie. J'ai encore un bras qui se lève. Je vais laisser la parole à une dame et puis je viens chez vous. Voilà, vous en voyez. Je voudrais livrer une expérience et poser une question en même temps. J'ai eu la chance de partir en juin à Kinshasa. Alors d'abord, je suis tombée amoureuse de la ville, je dois dire. C'était en partenariat avec la Mutualité Socialiste Solidaris et le délégué général droits de l'enfant. J'ai pu faire 2 reportages radio. Le premier, c'était sur la jeunesse quinoise, le phénomène des Kuluna. Donc, les Kuluna, c'est des bandes qui sévissent à la machette à Kinshasa. J'étais très très touchée par les jeunes que j'ai rencontrés là-bas, que j'ai pu interviewer. J'ai fait un tour avec eux, j'étais à Kasavubu, j'ai été dans des provinces qui étaient plus défavorisées. Et j'ai trouvé des similarités par rapport à ce que la jeunesse pouvait vivre ici aussi,
dans le sens où ils me disaient qu'ils avaient très peu confiance en eux, qu'il manquait de structure, d'infrastructure, et que même ceux qui étaient diplômés ne trouvaient pas d'emploi et que donc ça créait de la violence, ça créait de la précarité. Et donc je me demandais aussi par rapport à ça, est-ce qu'il y avait une envie d'investir dans des institutions, pas dans l'éducation formelle, mais plus non formelle, comme ici on a des organisations de jeunesse, des maisons de jeunes. Est-ce qu'il y a une envie de plus d'investir aussi dans ce genre d'infrastructure? Parce que là, ils s'organisaient entre eux, mais ce n'était pas vraiment reconnu par l'État. Alors, il y avait une organisation qui s'appelle le 4CR, je crois, si je me souviens bien, qui est reconnue ici par l'État belge, mais qui n'est pas reconnue par l'État congolais. Et donc, ils s'occupaient des enfants de rue, qu'on appelle enfants sorciers, parfois on n'aime pas ce terme. Mais en tout cas, comme ils n'étaient pas reconnus par l'État congolais, et ben du coup, la police, et je vais mettre entre guillemets, parfois les arrêtait, embarquait les éducateurs, embarquait les enfants, et donc ça pose un problème. Est-ce qu'il y a vraiment un partenariat avec l'État congolais quand il y a ce genre d'institutions, d'associations qui se créent? Il y avait un partenariat avec la maison de la laïcité de Kinshasa, mais il y avait encore des problèmes à ce niveau-là sur le terrain. Et alors, autre chose, j'ai fait un autre reportage qui était plus axé sur l'éducation à la sexualité, le partenariat avec PASCO, qui est un centre de planning familial sur place, qui est un partenariat avec la mutualité socialiste Solidaris. Et je suis rassurée quand Jean Pascal dit qu'il veut remettre la santé au centre des programmes, parce que par rapport, je vais prendre l'exemple de la sexualité, vraiment, il y a un gros travail à faire, il y a des tabous là-bas, tout ce qui est lié à la sorcellerie, par rapport aux MST, par rapport à la planification familiale. Et donc je crois qu'effectivement il y a vraiment un gros travail en tout cas à faire à ce niveau-là. Et si vous voulez écouter ce reportage, je vous invite à les écouter, j'enverrai le lien aussi à Chiral, parce que ça donne une idée vraiment de ce qui se passe là-bas, en tout cas par rapport à ces sujets-là, et des témoignages que j'ai pu avoir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci aux politiques, parce que je voulais poser 3 interpellations en tout cas. La première, c'est que je suis d'abord militant du PS au Brabant Wallon aussi, et membre de Rencontre pour la paix. Alors, j'ai pu aller ces 3 dernières années 2 fois à Bukavu, et ce que j'ai pu constater, c'est combien la population demande à la Belgique de pouvoir venir faire beaucoup de travail, parce qu'ils ne sont déjà pas très contents des Chinois. Ils se rappellent que les Belges ont fait des routes qui étaient de très bonnes routes, qui existent encore, et donc ils ne comprennent pas que la Belgique ne fait pas davantage au niveau des infrastructures, et pourquoi il n'y a pas des accords bilatéraux aussi entre la Belgique et la RDC, notamment de la même manière qu'il y a pour les Chinois. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est que j'ai constaté aussi qu'il y avait pas mal de condamnations qui se sont faites contre des pays étrangers à la RDC dans les Kivu, mais que ces condamnations, elles sont parfois fort faibles. Elles ne sont pas suffisamment fortes. On a l'air d'avoir peur de réagir par rapport aux pays étrangers. Et je crois que c'est surtout les pays anglo-saxons qui ont peur ou qui ont d'autres avantages à ne pas le faire, parce qu'on demande par exemple tout le temps de réintégrer les rebelles, alors que c'est un problème, on le voit par la suite, alors que par rapport au Rwanda, par exemple, on ne demande pas au Rwanda de reprendre tous les immigrés qui sont au Congo et qui font aussi problème au Congo. Donc je crois qu'il faut avoir une condamnation, aussi le courage de dire les choses dans tous les sens du terme. Et ma troisième interpellation, c'est la volonté manifeste, notamment des entreprises, surtout anglo-saxonnes, de vouloir balkaniser la région des Grands Lacs. Est-ce que par rapport à ça, la Belgique a une position ferme? Parce qu'on a entendu même des dirigeants américains et britanniques manifestement parler de cette balkanisation, alors que moi j'ai pu constater à Bukavu qu'ils n'en veulent pas. Les Congolais veulent rester un pays entier et pas balkanisé. Voilà mes 3 interpellations. Merci beaucoup, je vais essayer de tantôt. Voilà, je suis M. Chambouin Kola, appelé Maître Donna. Je suis animateur des émissions sur EDTV. Je ne sais pas si j'ai des questions ou observations. Je pense qu'il y a des questions dedans. Ma question est celle-ci. La première question. Je vois que vous avez parlé d'aide au Congo. Chaque
chacun des intervenants a parlé de Guinée, du Congo, aide, c'est trop. Ça fait mal aux oreilles. Mais ma question est celle-ci. Après avoir aidé, oui, on parle toujours d'aide. Est-ce que vous avez déjà fait des suivis si cette aide a aidé les Congolais ou le Congo? Parce que j'ai constaté une chose, c'est comme si la Belgique, comme tout autre pays occidentaux, aime les Congos et non le Congolais. Parce qu'il y a intérêt. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je me demande, je ne sais pas, Madame Isabelle nous parle de nous prendre en charge. C'est-à-dire décider de se prendre en charge, il faut le vouloir. D'accord, pas de problème. J'ai entendu, c'est les fins. Je ne sais pas comment la Belgique peut nous envoyer et peut nous demander de nous prendre en charge. C'est comme si la Belgique a créé un trou au Congo et il demande au Congo de remplir ce trou pendant que les Congolais n'ont pas les moyens de remplir ce trou que la Belgique a créé chez nous au Congo. Je ne sais pas si c'est une question ou une observation. Et dernière question est celle-ci. Il y a eu des guerres au Centrafrique, je ne sais pas moi en Angola, tout ça. On a entendu partout déclarer il y a eu la guerre, mais je n'ai jamais entendu déclarer la guerre au Congo. On parle toujours de rébellion. Mais M. Flao, vous étiez ministre de la Défense. Vous savez, quand on parle de rebelles, c'est le fils du pays qui s'écarte de l'autre côté pour combattre soit le pouvoir, soit un système. Mais chez nous, il y a les Rwandais qui nous agressent. On ne parle pas de la guerre au Congo, on parle de rébellion. Mais au Centrafrique, il y a les rébellions, mais on parle de la guerre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question. Voilà, je m'arrête là. Cheikh Fita du journal en ligne Foi Libre des Congolais de Belgique. J'ai une question pour M. Flao. Vous savez tous que le 28 novembre 2011, il y a eu ce que nous appelons un véritable hold-up électoral. Et aujourd'hui, il se prépare d'autres élections. Est-ce que le PS, s'il est au gouvernement, il peut nous assurer que, un, il va faire en sorte que la société civile soit suffisamment soutenue pour l'observation des élections, ça c'était un. Et de deux, est-ce qu'il n'y aura plus de langue de bois, donner des phrases du genre il y a eu tricherie, mais ça n'a pas changé l'ordre d'arrivée. Quand on sait qu'une tricherie, c'est une tricherie, ici en Europe, on supprime, donc on refait les élections. Et enfin, est-ce que, par rapport à ce qui s'est passé hier à Kinshasa, M. Kéry qui a clairement dit à M. Kabila qu'il ne doit plus se représenter, qu'il ne doit plus traficoter la Constitution, est-ce que vous avez le courage de parler de la même façon? Merci. Fortement entre les universités belges et les universités congolaises. Et croyez-moi, les universités belges, qu'elles soient francophones ou néerlandophones, sont demandeuses. Alors il faudra assouplir à un moment donné la politique des visas. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un élément important. Sur la diaspora et la coopération de proximité, c'est une vraie question de fond, parce que ce qui m'a le plus frappé dans la coopération, c'est une multitude de projets, une multitude de petits projets parfois. On a réorienté d'ailleurs, un de mes prédécesseurs a réorienté la coopération vers de grands projets, de plus grands projets. Mais si on démultiplie l'ensemble des projets, la question que moi je me pose, comment les relier entre eux pour qu'il soit un effet de levier pour construire cet état de droit et pour ne pas qu'il y ait finalement une dispersion de fonds. C'était un exemple. Dans la banlieue de Kinshasa, un merveilleux projet réalisé par la CTB sur l'approvisionnement en eau potable. Vous avez parlé d'électricité, je pense qu'au début du mandat de Kabila, c'était 8% de la population qui avait accès à l'électricité, l'objectif était de 16%, on a dit on n'atteindra pas l'objectif. Donc ça c'est un vrai problème. Mais sur ce projet d'eau potable, financé par la CTB a fait le oui, a mis les infrastructures à disposition, et puis a dit maintenant à la population, cinquantaine de milliers de personnes, c'est à vous de vous en occuper. Et quand Isabelle évoque la prise en charge, moi je dis souvent, elle a raison, je dis souvent, ce ne sont pas mes projets, ce sont vos projets, c'est à vous. Et ça c'est le respect, ça c'est le partenariat, ça c'est la différence que nous on a voulu imprimer au travers des mécanismes de coopération. À la fois l'appropriation et à la fois la durabilité.
Et là, la population s'est organisée. Ils ont constitué une ASBL, un conseil d'administration. Quand on va chercher de l'eau, on la paye à un prix très réduit. Ce sont souvent les femmes qui gèrent l'argent. À mon avis, c'est beaucoup mieux. Non, parce que le rôle de la femme dans la société africaine est un rôle fondamental. Je ne le dis ni par hasard, ni par distraction. Et avec l'argent qu'on encaisse, on entretient les mécanismes. Et vous donner un autre exemple. En juillet de l'année dernière, je suis allé à Kisangani, inaugurer une centrale électrique. Nous sommes en juillet. La centrale a fini d'être construite en juin. Et j'ai été frappé, centrale de la Tchoko, à côté de Kisangani. Et j'ai été frappé d'entendre que la personne qui avait installé la centrale, un mois après, elle n'était déjà plus entretenue. Elle n'était plus entretenue. Un mois après avoir été installée. Donc quand on évoque appropriation, ce sont les projets du peuple congolais ou des infrastructures, des structures congolaises, pardon. Et la durabilité, ça ce sont deux éléments essentiels. Donc moi je suis pas du tout opposé à cette coopération de proximité, mais il faut à un moment donné que la coopération puisse, et j'ai évoqué tout à l'heure une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs en Belgique, mais aussi une meilleure coordination des acteurs internationaux. Et on a mis en place des mécanismes, je l'ai évoqué à la journée qu'il y a eu à XL, sur la diaspora et la possibilité pour des ASBL venant de la diaspora maintenant de pouvoir émerger à un certain nombre de fonds mis à disposition. Mais il faut respecter un certain nombre de critères, évidemment, on ne peut pas donner comme ça. Alors, sur les flux financiers illicites, évidemment, vous savez, que n'avons-nous eu de difficultés pour mettre en place, par exemple, une taxation sur les transactions financières, nous, ici, en Europe? Donc, ce sont des mécanismes internationaux sur lesquels, aujourd'hui, nous avons finalement peu de prise. Les paradis fiscaux, en bonne logique, parce que c'est de cela dont il s'agit fondamentalement, c'est d'évasion fiscale. Les 2 tiers des flux du milliard que vous avez évoqués viennent de l'évasion fiscale de multinationales. Les paradis fiscaux, en bonne logique, si on était dans un monde normal, c'est-à-dire dans un monde où l'argent ne dominerait pas, où l'argent ne serait pas la valeur, il devrait être supprimé, ces paradis fiscaux. Or, aujourd'hui, le rapport de force ne nous permet pas d'être supprimé. Et donc, c'est clair que l'Europe a une obligation morale de lutter contre cela. Mais l'Europe seule ne suffira pas dans ce monde-ci. Mais au moins, si elle le faisait, ce qu'elle ne fait pas au jour d'aujourd'hui, et elle devra le faire, espérons que la commission suivante prendra ça, c'est qu'elle le dire, en charge. J'ai évoqué la gouvernance, l'état de droit et les élections libres. Et là, je suppose qu'André, que je lui laisse un peu de travail, donc je pense que il aura la question sur les élections libres. Moi, j'ai un avis tranché, je l'ai dit ce matin, à l'ensemble des attachés de la coopération, sur la manière dont le processus électoral devrait se faire. Je vous avoue que je suis un peu surpris par la question, mais je vais vérifier pour ces personnes nées avant le 30 juin 60 qui sont en Belgique et qui n'ont pas accès aux soins de santé. Parce que s'il y a bien une des valeurs que nous avons voulu mettre en place en Belgique au travers de la protection sociale, c'est l'accès universel aux soins de santé. Donc ça, il faudra que je vérifie, parce que moi je connais des cas de personnes qui ont accès aux soins de santé, mais qui ont la double nationalité, donc peut-être n'est-ce pas le cas ici, ça il faudra peut-être un peu... Non, c'est pas les cas des nations. La question de la démocratie est une question intéressante. Pourquoi? Parce que nous, occidentaux, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, nous avons été tellement dominants depuis 2 siècles que nous pensons que la démocratie s'installe comme ça. Mais il y a 2 siècles, ici, il n'y avait pas de démocratie. Et la démocratie d'aujourd'hui a toutes ses imperfections, et André et moi l'avons vécu à multiples reprises, puisqu'il a un célèbre parlementaire du Brabant wallon qu'il affectionne tout particulièrement, et elle présente un certain nombre de difficultés. Et dans un siècle, je ne sais pas si on rencontre de démocratie. Si le monde occidental ne comprend pas, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, réécrire ses relations avec l'Afrique, c'est de permettre aussi à l'Afrique de construire sa propre démocratie, avec ses facettes à elle, et ne pas lui dicter que la société civile africaine doit être exactement le miroir de la société civile européenne. Ça ne fonctionne plus comme cela. Il y a peut-être encore quelques pays européens qui malheureusement tiennent ce langage-là. Et moi, tout le langage que j'ai tenu, que ce soit au Congo, que ce soit au président
Kagame, que ce soit Sassou Nguesso, c'est vraiment un discours de partenariat et nous vous appuyons. Et ce n'est ni par hasard ni par distraction, si je vous ai évoqué tantôt, les deux facettes, les deux rails essentiels, pour moi, sont majeurs. Ce sont les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, et donc la construction d'une vraie société civile, et d'autre part, la gouvernance, le climat des affaires, car on ne construira jamais un vrai pays avec un vrai avenir pour l'ensemble de sa population, ni sans l'un ni sans l'autre. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas de stigmatiser, c'est de dire vous n'avez rien fait là. Quand vous avez fait ça, vous n'avez pas fait avancer le schmilblick d'un millimètre. Par contre, ce qui m'importe, c'est de mesurer les progrès qui ont été accomplis sur ce chemin. Et par exemple, dans la coopération belge, nous avons mis en place ce que nous appelons les tranches incitatives, c'est-à-dire un montant additionnel au programme de coopération lié à un certain nombre d'avancées dans ces domaines, mais aussi de soutenir, de construire avec le pays partenaire la volonté d'avancer sur ces éléments. Donc démocratie, j'ai évoqué, se prendre en charge, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est pas stigmatiser, c'est pas dire maintenant, passez-moi l'expression, démerdez-vous, on vous donne suffisamment d'argent. C'est pas du tout ça la volonté qui est la nôtre, et certainement pas au sein du Parti Socialiste, c'est de construire ensemble un avenir fort pour l'ensemble de ces pays. Et vous l'avez évoqué, rien retenu des leçons de 94. On voyait arriver les problèmes en République centrafricaine, et ils sont terribles les problèmes, parce qu'ils sont à la fois ethniques et ils sont religieux. Et donc ça, pour solutionner ce problème en République centrafricaine, ça va être extrêmement compliqué, extrêmement long. Et quoi qu'on pense, la France, ce n'est pas avec 1400 hommes dans un territoire aussi grand que la France qu'on va solutionner le problème de la République centrafricaine, qui va aussi, certainement, impacter les pays voisins. C'est déjà le cas, évidemment, au jour d'aujourd'hui, et notamment le Nord. Alors qu'on parle de guerre, de rébellion, moi, ce que je veux, c'est qu'on amène la paix, parce que toutes les femmes que j'ai rencontrées, et les enfants ont la même chose, les hommes, ils ne m'ont demandé qu'une chose. Vous, Belges, on a encore confiance en vous. Apportez-nous la paix. Eh bien, je pense qu'à ce cri-là, la Belgique doit répondre. Et je voudrais que nous ayons plus d'ambition. Et André l'a évoqué tout à l'heure dans nos relations internationales. Que la Belgique soit le porte-parole à l'intérieur de l'Europe et crée une caisse de résonance pour que l'Europe s'empare vraiment à part entière du problème qui se passe là-bas à l'est du Congo, dans la région des Grands Lacs, parce que c'est là que nous, Belges, nous avons une responsabilité historique. Et toute la politique que nous avons menée est axée là-dessus. Et la Belgique ne peut pas évidemment tout. Et on m'a souvent posé la question. Et l'ancien ministre de la Défense va y répondre. Je pose une question à mon tour. Pourquoi les Belges n'envoient-ils pas des hommes? Pourquoi les Belges n'envoient-ils pas des hommes? J'ai eu cette question lorsque je suis allé à Goma. Pourquoi les Belges n'ont-ils pas envoyé des hommes? Je pense qu'aujourd'hui, la Belgique devrait de nouveau réfléchir à ça. Le traumatisme, j'étais aux commémorations du 20e anniversaire à la fois du génocide rwandais et de l'assassinat d'Edi Parakomando, et André était déjà très actif à ce moment-là, il sait de quoi je parle. Bien sûr que c'est un traumatisme majeur. Mais je pense qu'il en va aussi de la grandeur et de la dignité d'une nation, de savoir s'occuper des nations frères, des nations sœurs. Et ça, je pense que c'est un élément important et que nous devrions certainement réfléchir à cela. Mais plutôt que de parler de guerre, parlons de paix et de projets socio-économiques. Ça, c'est tous les axes de la coopération. Quand je vous ai dit que nous avions voulu baser notre approche sur les droits humains, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que les droits humains? Et au travers des droits humains, il y aura l'élection, André va y répondre. Je pense que quand il y a des textes, il y a des textes. On n'a pas écrit les textes pour les modifier au dernier moment. Ça, je pense que je suis extrêmement clair à ce sujet. Mais nous verrons, c'est encore probablement un peu tôt pour s'exprimer sur ce sujet, même si il y aura d'abord celui qui va ouvrir le bal, c'est le président burundais. Vous savez que la première élection arrive au Burundi en 2015, Congo 2016, Rwanda 2017, et il y a encore Congo-Brazzaville, il y a encore Tanzanie, il y a encore Ouganda. Et donc il y a là la nécessité de respecter les textes de loi, qui est pour moi quelque chose de crucial et d'important. Et donc à la fois maintenir la paix, c'est un élément essentiel et la population ne demande rien d'autre, mais aussi évidemment avoir une approche socio-économique, développer une activité pour que ce pays puisse enfin avoir l'avenir qui lui revient. Voilà, merci.
différentes interpellations ont eu des réponses. Il y a peut-être une question qui était posée, mais je n'ai pas la réponse, c'était la situation des personnes d'avant 60. Et là, vous me permettrez, on va effectivement examiner cette situation. Il y a la problématique des pensions et l'autre, mais là, on devra faire appel à l'équipe et les spécialistes de l'Institut Émile Van der Velde pour apporter des réponses à cela, et on reprend les contacts, on vous les donne. Si on a des réponses, et si c'est une anomalie, ben, on verra autour de la table à inscrire cela. Comme on a eu l'occasion de le dire en ce qui concerne les visas, c'est vrai que c'est à revoir fondamentalement. J'ai quand même dû intervenir vigoureusement dernièrement pour faire en sorte qu'un dossier qui était bloqué depuis très longtemps pour des futilités et tout simplement des jeux d'administration soient pris en train d'aboutir. Il y a sans doute d'autres dossiers sur lesquels il faudra intervenir aussi. Ceci étant dit, d'abord je voudrais dire une chose. Moi j'aime avant tout les Congolais. Et à l'égard du Congo, chaque fois que j'y suis allé, moi je voyais avant tout les hommes et les femmes du Congo. Je ne voyais pas d'où ils venaient, je ne m'intéressais pas en priorité à ce qu'il y avait dans le sous-sol. Je voulais d'abord ce qu'ensemble, on pouvait concrètement construire en donnant des priorités dans les projets. Les priorités, c'est celles qui concernent effectivement les besoins élémentaires, qui commencent par l'éducation et par la santé. Sur l'IDARCO, on en a parlé. L'éducation, c'est un enjeu qu'il faut relever. Et j'ai toujours dit, et je ne suis pas suspect, le rôle effectivement fondamental joué par les femmes dans la société congolaise, mais j'ai ajouté à Isabelle, dans la société belge aussi, et il y en a de plus en plus, et nous en réjouissons, et nous donnons, je crois, l'exemple dans la façon dont les choses sont gérées aux différents